Aujourd'hui, on est dans un processus où on a construit avec des moyens. Notre fédération, la Fédération d'Action Sociale et FO, est née, je vous donne cet exemple, puisque nous, on est né du syndicat autonome qui a construit une convention collective, qui est la convention collective du médico-social, qui s'appelle la 66, qu'il a signée, qui a rejoint le syndicalisme confédéré. C'est-à-dire le fait que nous ne sommes pas, nous seuls, travailleurs sociaux ou du secteur social en dehors des autres, des intérêts des autres professionnels, et on le voit bien, de l'éducation nationale, de l'éducation nationale, de la santé, de tous les professionnels, parce qu'on s'occupe d'enfants aussi, des salariés de la métallurgie. Je veux dire, on est dans l'interprofessionnel aussi pour ces raisons-là. On a des intérêts communs, et on vend nous aussi notre force de travail. Ce que je veux dire donc, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de nous faire revenir à l'âge de pierre de notre secteur. Alors bien sûr, ça n'apparaît pas de façon évidente, puisqu'il y a toujours des structures, parce qu'il y a toujours des conventions collectives, parce qu'il y a toujours des professionnels. Mais aujourd'hui, René l'a rappelé très justement, le coût est moindre et on va au moins 10 ans. Et on accélère le processus, alors qu'on n'a jamais eu autant besoin de personnel spécialisé, je ne parle même pas des personnels de santé, mais en tout cas notre secteur, dans la période du Covid, qu'on n'a jamais eu autant besoin de structures de prise en charge qui protègent, et qu'on poursuit pourtant une politique qui va vers la fin de la protection. Alors, au nom d'une idéologie qui est à la fois particulière, discriminante, c'est-à-dire que ce qui a été rappelé, nous serions, nous discriminants, de nous occuper et d'aider les plus en difficulté de notre société. On en est même à mettre dehors aujourd'hui, par la loi sur le logement, les personnes adultes en hébergement social, où on explique qu'il faut qu'ils aillent dehors parce que, pas pour des raisons objectives, parce que ça coûte moins cher. On en est de même aujourd'hui en voulant supprimer toutes ces aides spécifiques qui financent quand on rentre dans le handicap, tout ce qui est spécialisé, et on en est donc à pousser dehors, remettre à la rue une partie d'ailleurs. J'entendais il y a quelques semaines, on expliquait 25% des gens à la rue, c'est les anciens de l'aide sociale à l'enfance. C'est pas l'aide sociale à l'enfance qui est en cause. C'est le fait qu'à un moment donné, je dirais, on renvoie à la rue forcément les plus fragiles. Les plus fragiles sont là où ils sont. Et d'une certaine façon, c'est un processus qui est généralisé. Alors qui part de ces éléments, qui essaie de faire croire que c'est l'éducation nationale, mais il y a 10 ans, et on connaît bien puisqu'on a été avec en combat aussi avec les camarades des FO d'enseignement, etc., ils ont supprimé toutes les formations spécialisées d'instituteurs spécialisés. C'est-à-dire qu'on vous explique qu'on ne veut plus de structures spécialisées, avec des professionnels spécialisés, qu'on ne veut plus mettre à disposition les instituteurs dans les structures spécialisées, parce qu'on serait discriminant, alors qu'on travaille sur du handicap. On a toujours travaillé l'inclusion, moi j'ai fait comme éducateur spécialisé, j'ai travaillé sur de l'inclusion avec des jeunes en IME, où on faisait du sport à l'extérieur. On avait à la fois la structure d'accueil de journée, on faisait du sport à l'extérieur, on travaillait en lien avec les parents. Tout ça, on est en train de dire que c'est discriminant, ce qui n'est pas vrai. Et on en a fini avec la formation des instituts spécialisés qui durait 2 ans. On embauche des AESH qui sont des personnels non qualifiés, qui interviennent auprès des jeunes handicapés. On les fait intervenir dans des conditions avec ce qu'ils appellent les PIAL, vous savez, les groupements où en gros, déjà ils ont un temps partiel, mais en plus on les fait intervenir en fonction, pas du besoin, qui était la loi Monchamp qui expliquait qu'on allait s'occuper individuellement des cas. On nous explique aujourd'hui que ce n'est pas le problème. Le problème, si on a le temps qu'on vous donne, vous avez peut-être besoin de 2 heures, mais on vous donne 1 heure parce qu'on n'a que ça et que ce personnel à mettre en face de vous. Donc on est dans un processus d'éclatement de tout ce qui a construit notre secteur. Le financement, la fin de la Sécu, annoncé. Oui, c'est sûr. Le projet gouvernemental qui poursuit d'autres projets en 2023 est un processus qui va en finir avec la sécurité sociale, avec nos assurances sociales, notre financement propre pour, je dirais, pouvoir payer ensemble et se soutenir ensemble et mutualiser ensemble des moyens pour pouvoir, si on est malade, si on est handicapé, etc., avoir les moyens. Voilà. Le plan grand âge qui devait porter sur les adultes, on en parlait tout à l'heure, et des EHPAD, a été arrêté. Et ils ont expliqué, on en parlait nous il y a 2 jours, ils ont expliqué qu'il fallait supprimer des postes d'EHPAD parce qu'il faut renvoyer les gens à domicile. Quand on connaît les conditions de travail, des aides à domicile, la difficulté de recrutement, etc., donc tout le processus qu'on connaît, on nous explique que, comme pour les enfants d'ailleurs,
Il vaut mieux qu'ils soient à domicile, ils seront moins isolés. Ah bon? C'est le problème de l'isolement. Ils seront moins discriminés dans une société où on n'est encore pas... On se bat pour l'égalité des droits. On n'est pas dans une société où il y a une égalité réelle. Si vous avez les moyens de vous payer un aidant familial qui vient à domicile 24 heures sur 24, et moi j'en connais, vous avez ces moyens-là. Si vous êtes, nous, salariés, comme nous, lambda, et vous avez besoin d'un aidant à domicile, c'est soit le conjoint qui le fait, soit la famille, mais vous n'avez pas les moyens de vous payer par ailleurs. Donc vous êtes dans une situation discriminante, de fait, parce que la société n'est pas une société totalement d'égalité des droits. C'est effectivement sur les conséquences, c'était mon dernier point, c'était sur toutes les conséquences, mais bon, il n'y a pas de problème. Hein. Les conséquences... Excusez-moi, juste avant les conséquences, j'ai deux questions. Le rapport de l'ONU date de 2019 et le décret de 2017, il n'y a pas une incohérence? Non, parce que l'ONU a missionné en 2017 en fait. Et donc les conclusions étaient connues avant. C'est-à-dire que même les conclusions et les préconisations, elles étaient connues. Et en fait, la personne qui est venue en France faire son enquête, elle avait ses préconisations à l'avance. Et donc c'était concomitant. Deuxième question, c'est par rapport à l'Europe. Quel est le rôle de l'Europe ou pas dans tout ça? Est-ce qu'il y a une directive? Est-ce que le décret... Alors je suis surpris qu'il n'y ait pas eu de loi, qu'il n'y ait pas eu de débat, parce que c'est des enjeux de société, ça. À l'évidence. Qu'il n'y ait pas eu de débat au niveau du Parlement. Et il n'y a pas une directive européenne, puisqu'il y a un souci d'harmonisation. Enfin, il y a une grande disparité dans les dispositifs. Il n'y a pas de directive européenne. Il n'y a pas de directive européenne. Les directives européennes opèrent en général, quand il y a quelque chose à vendre, quand il y a un marché. Or, le marché de l'handicap, il n'a pas été reconnu. C'est-à-dire que l'Europe dit que pour plein d'activités, beaucoup d'activités doivent être source ou peuvent être source de profit. Mais jusqu'à présent, ont été exclus de la source de profit et de la concurrence, et c'était ma conclusion, tout ce qui est école, et encore pas école, tout ce qui était handicap et droit aux soins spécialisés. Or, là, on en arrive au fait que on est en train de mettre en place les conditions de faire de l'enfance inadaptée, de faire du handicap un marché. Et là, c'est gravissime. Mais en fait, c'est l'Europe, pour répondre complètement à votre question, l'Europe a des modèles différents. Et les modèles, ils sont très variés. Donc, avec une précision, c'est qu'il y a quand même eu la directive Bolkestein, la directive de la concurrence libre et non faussée. C'est pour ça qu'en 2017, en fait, on se heurte à une difficulté, c'est un projet idéologique du néolibéralisme. Et pour ça, il faut tout casser. Il faut casser l'État-nation, il faut casser l'égalité républicaine, il faut casser la République sociale. Et la République sociale, qu'est-ce qu'elle disait? Nos aînés, quand ils sortent des camps de la mort, ils vont construire la sécurité sociale avec un postulat. La République n'est pas assez riche d'enfants pour se permettre d'en perdre un seul. N'est pas assez riche d'enfants pour se permettre d'en seul. Et toutes ces lois de sécurité sociale, l'ordonnance du 2 février 1945 sur le primat de l'éducatif, toutes ces lois-là ont été faites dans une ambition de république sociale. Ce que disait tout à l'heure mon ami Pascal, c'est-à-dire mon camarade Pascal, c'était une action. Nous défendons, nous, à fortiori, une action sociale laïque, républicaine et égalitaire. Action sociale, laïque et égalitaire. Et à ce titre-là, on oppose au projet idéologique libéral de l'inclusion forcenée la protection intentionnée. Par exemple, sur des troubles autistiques, du spectre autistique, le ratio d'encadrement, c'est peut-être un ratio de 3 pour 1. 3 personnes pour un enfant handicapé. Par exemple, le plan solidarité grand âge dont parlaient René et Pascal, négocié au temps de Philippe Bas. Monsieur Philippe Bas, qui est connu pour l'histoire de l'affaire Benalla, c'est l'ancien ministre de la Santé de Monsieur Sarkozy. Monsieur Philippe Bas disait ceci: les EHPAD, pour répondre aux besoins pour nos aînés, ceux qui ont construit la richesse de ce pays, nos aînés ont droit au respect. Et pour faire en sorte qu'on ait le ratio d'encadrement suffisant au niveau européen, au niveau des autres pays, pour rejoindre par exemple l'Allemagne, il faudrait 12 milliards et 300 000 postes.
Nous ne les avons pas, et on parle simplement du plan Solidarité Grand Âge qui a été abandonné et qui date de Philippe Bas, qui date de M. Sarkozy. Donc ça fait 3 présidents en arrière. Donc, et ce processus de désinstitutionnalisation, on le voit bien au niveau des centres d'aide par le travail. Par exemple, qu'est-ce qu'on veut faire de nos personnes travailleurs handicapés? On veut les exclure du Code de l'action sociale et des familles. Le CFAS les protège. Si on les inscrit dans le Code du travail, ils ont des impératifs de productivité. On va faire appel à des intérimaires sur les chaînes de production dans les ESAT. Je pense à Bretagne Atelier, qui est un sous-traitant de l'automobile, Citroën, la Jeannet à Rennes, pour augmenter la productivité pour les pièces détachées pour automobiles. Et quand, par exemple, nous avons des personnes handicapées qui sont sur les chaînes de désossage dans l'agroalimentaire, le dumping social dans l'agroalimentaire, qu'est-ce que c'est? Un travailleur handicapé, en trouble musculo-squelettique, en 3 ans, la personne est bousillée. Un désosseur qui travaille à la tâche, en 3 ans, la personne qui était handicapée, elle va être surhandicapée. Du handicap mental qui n'a pas conscience du préjudice qu'il subit, il n'a pas conscience, il ne peut pas se défendre, se retrouve dans cette situation-là. Et ils font la même chose, la directive Bolkestein fait aussi la même chose avec les travailleurs migrants, où effectivement, quand un travailleur roumain se blesse, il est renvoyé au pays, et c'est la législation du pays qui trouve à s'appliquer dans le Morbihan, dans le Finistère, ou dans les Côtes-d'Armor, ou dans l'Ille-et-Vilaine. Et ça, c'est attentatoire à la République sociale. Et cette alerte aujourd'hui, c'est justement pour dire, nous défendons pour l'ensemble de notre secteur social et médico-social des plans d'urgence, de statutaire, d'embauche en CDD. Arrêtons la flexibilité, arrêtons l'outrance, parce que ce projet-là, il est barbare, il nous fait revenir au moment où la France n'avait pas de dispositif spécialisé. Aujourd'hui, on fait croire de manière infamante que les professionnels qui sont autour de la table, qui travaillent en IME, seraient des personnes maltraitantes alors qu'ils veulent protéger, ils veulent avoir les moyens d'accompagner. Le rapport Aguilar est infamant dans la situation. Je vais essayer d'aller plus vite, j'ai fini là. C'est un peu les conséquences de toute cette politique-là à différents niveaux. Je pense que pour les personnels travaillant en IME dans les structures médico-sociales, c'est assez difficile à vivre parce qu'ils ont été mis devant le fait accompli sans personne ne leur a expliqué. Les associations ne leur ont pas expliqué. Et donc on leur dit que dans un groupe où on accueille 9 enfants, par exemple de 6-7 ans, un groupe où on accueille 9 enfants, 6-7 ans, eh ben c'est fini. Ces enfants-là, une bonne partie devront aller en temps partiel à l'école et on va en accueillir 20 ou 22 à temps partiel, puisque le but, c'est d'accueillir de façon partielle et de donner des solutions partielles. Il y a 1000 enfants en liste d'attente. Sur le 35. Voilà, sur le 35. Eh ben, on va résorber les 1000 comme ça, c'est-à-dire qu'on va les accueillir 2 heures en IME dans la semaine, et puis le reste, ils seront 5 heures ou 6 heures à l'école, et puis s'ils sont pas capables de plus que ça, ils resteront chez leurs parents. Et donc, avec toutes les conséquences difficiles pour les parents. Et en fait, c'est là où est le drame. C'est que les professionnels dans les IME n'ont pas été préparés à ça. Il y a par exemple, avant, dans un IME, on avait une fiche de poste. Parce qu'on avait un poste, on avait une qualification, on avait un travail effectué. On était moniteur d'atelier, on était enseignant, Aujourd'hui, les directeurs, ils suppriment ça, ils remplacent par des fiches de mission. Donc la flexibilité, la mission. L'éducation nationale demande à 2 personnes pour aider dans tel collège parce que ça ne va pas. Les enseignants n'y arrivent plus, pètent les plombs, ne veulent plus accueillir les enfants. Donc ce sera une mission. Il faudra que la psychologue qui prend les enfants, eh ben, elle aille dans les écoles expliquer aux enseignants qu'ils ne savent pas s'y prendre. Et en fait, c'est gravissime. En fait. Et ça met en cause à terme très vite la convention collective. Puisque les qualifications n'étant plus nécessaires, ce sont des missions. Ben les employeurs, ils définiront qui est apte à faire la mission, qui n'est pas apte à faire la mission. Et ça commence déjà.
Dans certaines associations, Pascal, certains personnels, c'est la polyvalence, on leur a dit, ben, vous allez travailler dans un groupe, même s'ils travaillent auprès des parents pour l'instant, et vice-versa, ceux qui travaillaient à l'intégration dans les écoles, ben, on va leur dire, ben, vous allez travailler avec les enfants. Alors, c'est l'arbitraire, c'est vraiment l'arbitraire le plus... Bon, je vais m'arrêter là. Pour les parents et les enfants, pour les parents, c'est la catastrophe, parce qu'une prise en charge à temps partiel, ça veut dire qu'un des deux parents, quand il y a deux parents, il faut bien qu'ils prennent en charge le reste du temps. Ça veut dire pour les enfants une insécurité totale et permanente. L'enfant, il sera pris en charge quelques heures à l'IME, quelques temps en classe, mais il a besoin de psychomotricité, il a besoin d'orthophoniste, etc. Ah ben c'est plus l'IME qui fera forcément ça. Mise en concurrence. Donc c'est le régime des taxis. Le régime des taxis. L'enfant, il sera baladé de taxi en taxi pour aller en psychomote, pour aller en ceci, pour aller à l'école, et les parents, ils récupéreront la casse. Quand on voit la tu veux dire quelque chose? Je peux t'assurer que si je prends la parole... Oui, d'accord, ben, je finis. Alors, c'est prévu que jusqu'à samedi soir. Les enfants, bon, on a tous des enfants ou des petits-enfants dans les classes. On sait très bien que dans une classe, quand il y a un enfant difficile parce qu'il a des difficultés ou il a des problèmes, etc., eh ben ça, c'est compliqué. C'est compliqué pour les enfants qui sont... Ben ça perturbe tout le monde. Et les enfants, ils sont en difficulté. Les enfants handicapés, ils sont gravement en difficulté quand ils n'ont pas de moyens. Alors on dit, ben vous serez accompagné par des AESH. Les AESH n'ont pas de formation, c'est la précarité. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils veulent travailler. Mais on leur dit, eh ben non, vous ne pouvez plus vous occuper d'un seul enfant, mais vous, avec les PIAL, vous allez vous occuper de 3, 4, 5 enfants. Donc 1 heure par-ci, 1 heure par-ça. Tu vas travailler dans 3 écoles. Et l'essence, ce sera pour ta poche. Enfin, on en arrive jusque-là. C'est vraiment la destruction de tout un système. Bon, les associations, si elles pensent s'en sortir comme ça, tant mieux pour elles, mais elles ne vont pas s'en sortir comme ça, parce qu'au niveau du financement, les CEPOM, ce sera fini, ce sera le paiement à l'acte, ce sera au rendement, et donc la conséquence de ça, ce sera, à mon avis, c'est la dénonciation annoncée de la convention collective, et le remplacement des qualifications par les compétences. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre en l'air tout un système de l'éducation nationale. Bon, et Pascal, tu parlais aussi de la destruction de l'éducation spécialisée dans l'éducation nationale, thème que je n'ai pas abordé. Donc ça fait beaucoup. Et le dernier point, mais vraiment le dernier, c'est la mise en concurrence et la marchandisation de l'offre du médico-social. Alors ça, le gouvernement voulait l'imposer, c'est-à-dire donner un chèque aux parents. T'es reconnu, ton enfant est reconnu 30% ou 40% handicapé, ça te donne 400 euros, ou 800 euros, ou 1000 euros, ou ceci, cela, et tu te débrouilles. Tu te débrouilles, c'est toi qui vas trouver le psychologue, c'est toi qui vas trouver l'éducateur qui va prendre en charge ton enfant, et puis l'éducateur, c'est plus un éducateur d'IME, il est à son compte maintenant. C'est l'ordre des éducateurs, enfin, on est en train de mettre en place un monde de marchandisation, de profit, où l'enfance inadaptée et le médico-social, ça devient une activité humaine qui pourrait être soumis au profit. Là, on a bouclé la boucle. Quand on a été éduqué toute sa vie, c'est pas pour que notre activité, l'activité qui nous est chère, elle finisse dans une marchandisation avec un profit au bout de la chaîne. Parce que dans ce système-là, il n'y a qu'un perdant. C'est les enfants, le droit aux soins et à l'éducation spécialisée et leurs parents. J'ai fini. J'avais plein de choses à dire, mais ça ne sert à rien, parce que j'en ai déjà dit trop. Bravo, c'est bien développé. C'est bien, mais ça fout la trouille. C'est surtout l'ampleur. On va retrouver plein d'adultes bien dans sûr, la rue. Bien sûr, c'est l'ampleur. Parce qu'il y en a plein qui n'ont plus de parents. En revanche, Marcel, l'intervention de Pascal va achever de te rassurer sur ce qu'il prévoit pour nos conventions collectives. Alors moi j'ai pris la suite de René au niveau de la 66 et on a eu à connaître notamment, vous avez eu à connaître le décret qui porte sur la loi du pass sanitaire, le décret scélérat du 5 août
2021. Et le même jour, M. Pierre Ramin, directeur général du travail, est passé à l'acte et a mis en place la fusion administrée des conventions collectives historiques de notre secteur, la 66, la 79, les conventions, les accords collectifs CHRS, centres d'hébergement et de réadaptation pour la population adulte. Voilà, en vue de mettre en place une convention unique, sans droit, ni garantie collective, ni protection des professionnels, ni garantie de professionnalisation et de diplôme d'État et de qualification pour les personnes accueillies, les publics que nous suivons et pour lequel on a un grand engagement, un profond engagement et un profond respect surtout. Le terme respect a disparu de ces logiques marchandes. Je rappelais tout à l'heure de ma place que le syndicalisme, c'est la défense des intérêts matériels et moraux des salariés. Et ça prend tout son sens dans cette situation. Et on voit bien que les intérêts matériels aujourd'hui qui sont en train d'être détruits ont à voir avec la remise en cause des intérêts moraux. Au-delà de l'idéologie de l'ONU, de la non-discrimination qui, dans une société capitaliste qui exploite, certains exploitent d'autres, le jour où on sera dans cette égalité, on verra les choses. Si on était dans ce cadre-là, je dirais d'une certaine façon, on ne se poserait pas les questions du manque de moyens, on en aurait, on les créerait, etc. Excusez-moi, vous avez dit matériel et moraux. Oui, matériel et moraux. D'accord. Nous défendons les intérêts matériels et moraux, c'est-à-dire que le principe, c'est que pour nous, ça a à voir. Et par ailleurs, on défend, à travers la défense des intérêts matériels et moraux de tous les camarades au quotidien, dans leur travail, on défend aussi les personnes les plus fragiles de notre société qui sont accueillies dans nos structures, quelles que soient les formes. Les IME, je dirais, sont l'exemple même d'une volonté qui rejaillit sur l'ensemble du secteur aujourd'hui. Je disais qu'on pouvait mettre dans la rue demain des adultes de CHRS alors qu'on fait de l'hébergement. On fait ce qu'on appelle aujourd'hui du placement à domicile. Vous savez, on n'est pas en placement, mais on est à domicile en placement parce qu'on devrait être protégé en placement pour un jeune en difficulté. Mais c'est à domicile. Et on intervient à domicile. On est en train de transformer tout le secteur, je dirais, de la prévention, qui a un coût, à, je dirais, de l'intervention d'urgence, potentiellement demain. J'en discutais un peu avec les camarades à midi, où il n'y a pas besoin de professionnels qualifiés. L'urgence, vous récupérez quelqu'un qui n'est pas bien, vous le mettez à un endroit, vous avez peut-être la place, vous n'avez pas la place. Quand il n'y a pas la place, il est dehors. Et d'une certaine façon, vous créez des conditions, je dirais, d'une désagrégation totale de ce qui fonde la République, ce qui a été rappelé, la liberté, l'égalité des droits aujourd'hui. Mais ça se fait dans un contexte, ça s'accélère dans un contexte où il fallait des professionnels spécialisés avec le Covid. Il fallait des gens qui soient capables courageusement d'aller au front sans masque. On nous expliquait qu'il n'en fallait pas, parce qu'il n'y en avait pas, en fait, dans les caisses. Sans protection, donc sans rien. Après, on nous a dit qu'il faut de la protection. Maintenant, on nous a expliqué qu'il faut se vacciner parce que, par ailleurs, on pourrait contaminer les autres. Mais à l'époque, on n'avait pas de vaccin. On est capable de sanctionner, et notre camarade Pascal en sait quelque chose, aujourd'hui, des salariés au niveau salaire parce qu'elles ne rentrent pas dans les clous du pass vaccinal. Donc on a été capable de mettre à la fois la pression sur les professionnels, de leur demander de faire des choses extraordinaires, de reconnaître qu'ils faisaient des choses extraordinaires, mais dans le même temps de sanctionner des inspecteurs du travail qui tentaient d'obliger l'employeur à prendre des protections pour des raisons qui ont été rappelées, qui sont pour notre part, à mon avis, assez simples. On ne veut plus mettre d'argent dans le secteur parce que nous sommes un secteur à financement public, de sécurité sociale qu'on est en train de détruire, et qu'à ce titre-là, il faut trouver toutes les solutions pour baisser les coûts, tout en disant qu'on fait, tout en disant qu'on protège, tout en disant qu'au nom de l'intérêt, je dirais, des gens, de leurs droits, d'une certaine façon, on fait les choses. Je rappelais tout à l'heure que nos 3 piliers, c'est le financement public chez nous, les conventions collectives, et la qualification et les diplômes. Les écoles, aujourd'hui, spécialisées du secteur, ne font plus qu'appliquer les directives liées à l'éducation nationale. En gros, si vous les inscrivez dans une école avant, il y avait un concours spécial, on contrôlait un peu les gens, on essayait de savoir un peu à qui on avait affaire. On avait un entretien. Aujourd'hui, on rentre dans un processus qui ne passe même plus par ça, puisque c'est l'éducation nationale avec, je ne sais plus comment ça s'appelle,
le système, vous savez, où vous inscrivez, qui inscrit les jeunes pour faire le métier. C'est Parcoursup. Un simple exemple, Pascal, si on prend la branche ETS, éducateur technique spécialisé, il y a 20 ans, c'était des gens qui sortaient d'un métier à hauteur de moins minima 3 à 5 ans. Ouais. Il fallait que j'exerce dans un métier, par exemple, de au moins 3 ans ou 5 ans, excusez-moi, je n'ai plus le détail. Ensuite, je passais une formation d'un CAFET sur 3 ans pour pouvoir devenir et prétendre être un éducateur technique spécialisé en poste. Aujourd'hui, donc il y a déjà quelques années de cela, discrètement et gentiment, on a arrêté cette filière-là pour la maintenir, mais à hauteur d'une personne qui sort avec un bac, plus 1, plus 2 peut-être, et une formation de 1 an dans un établissement spécialisé. Et cette personne-là va devenir l'éducateur technique spécialisé aujourd'hui dans les établissements. C'est-à-dire que ça ne vaut plus rien. Il n'a aucune compétence, il n'a aucune qualification pour embarquer des jeunes dans quelque chose. Mais on l'a fait doucement et tranquillement pour appauvrir cette filière-là. Ce qui fait que les éducateurs techniques d'aujourd'hui vont disparaître complètement et demain les établissements pourront les fermer beaucoup plus facilement au niveau de leurs ateliers puisqu'il n'y aura plus d'éducateurs techniques. On n'aura plus que des gens, des fantômes capables de s'adapter à du n'importe quoi et à ne faire rien. Voilà. Et je me tais. Non, ça complète. Les intérêts matériels et moraux, c'est à la fois les conditions donc, de travail, les conditions de qualification, les moyens qui sont donnés, les moyens qui sont donnés aux structures, les conventions collectives, les droits, le droit au repos à récupérer. Et puis, c'est aussi, je dirais, donc la capacité d'avoir les moyens de notre prise en charge. Nous, on fait une prise en charge spécialisée, ce qui a un sens. Et à partir du moment où le sens, on ne respecte plus la question des intérêts matériels, le sens même du travail est questionné. Quand vous renvoyez, quand vous renvoyez à l'extérieur des gens, quand vous les renvoyez sur, je dirais, le secteur aujourd'hui, qui n'est plus une prise en charge globale, vous renvoyez les gens à leur capacité ou pas à se payer des soins. Dans une situation où aujourd'hui on est de plus en plus amenés, les uns et les autres, nous, à payer les soins, par la mutuelle, par les capacités, enfin tout ce qui a été couvert, dans un système où on est en train de détruire le cadre collectif d'une protection et d'une prise en charge collective. Donc on est dans ce processus. Voilà. Dans ce processus où, je le rappelle souvent, c'est un secteur à 95%, le coût du secteur, c'est les professionnels. Je disais qu'on partait de rien, on a construit des professionnels spécialisés, du coup, du travail, des droits qui vont avec. Et aujourd'hui, ça coûte trop cher. Puisque nous sommes depuis des années inscrits dans la question récurrente de l'austérité budgétaire, nous coûtons de l'argent public. Et aujourd'hui, on va coûter de l'argent parce que les bourses ont déboursé 500 milliards, ont sorti de l'argent, et nous coûterions encore trop cher, comme professionnels. Qui le dit ça? Qui l'affirme? Vous avez un rapport, il y a un rapport pour et contre, quelque chose, il y a des études, qui le dit ça? Tout ce qui est fait aujourd'hui dans nos secteurs, c'est d'aller, ce qu'expliquait René tout à l'heure, c'est d'aller vers le coût, le moindre coût dans la prise en charge. C'est-à-dire que nous, ce qu'on dit comme élément, c'est un placement en foyer, ça coûte tant, et un placement qui n'est plus en foyer mais à domicile, ça coûte tant. C'est-à-dire qu'en gros, le rapport entre le coût d'établissement et le coût de la prise en charge à domicile, c'est pas le même. Quand on explique aujourd'hui que pour les EHPAD, on arrête le plan EHPAD, parce qu'il faut aller vers un moindre coût, qu'on n'aura pas les milliards, c'est juste parce que et qu'on renvoie à domicile en disant ceux qui pourront, ils resteront à domicile, c'est simplement parce qu'on n'a pas l'argent. C'est le rapport à nous est toujours ce permanent-là. Mais je pense qu'il y a des camarades qui peuvent avoir d'autres éléments. Et c'est l'élément essentiel. Quand on en discute, René le rappelait tout à l'heure, vous êtes chez vous. Écoutez ce que vous coûtez à votre famille. Vous êtes pris en charge à l'école. Écoutez ce que coûte la prise en charge d'une journée éducation nationale. En plus, si vous avez un handicap, vous êtes pris en charge par une AESH qui est non diplômée, non reconnue statutairement, etc. Donc par ailleurs un professionnel qui ne coûte rien. Enfin, globalement, quand je dis coûte rien en termes de salaire, voilà. Quand vous allez dans une structure spécialisée, vous avez une prise en charge globale, des prises en charge qui est liée à l'accompagnement, la journée, des instituts qui interviennent, des professionnels qualifiés, tous les professionnels qu'on a décrits, qui ne sont pas à l'extérieur, mais qui sont à l'intérieur, qui sont pris en charge, qui ont un coût, qui ont un salaire, etc. Médecins, orthophonistes. Si vous renvoyez à l'extérieur, par ailleurs, vous renvoyez aux parents la responsabilité de la prise en charge, de la façon dont ils le font. S'ils n'ont pas les moyens, ils peuvent décider demain de ne pas envoyer chez l'orthophoniste parce qu'ils n'ont pas les moyens.
Voilà, mais on pourrait donner d'autres exemples. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais en tout cas, c'est la façon de par voir les rapport au choses. coût, là, j'ai un collègue. Il y avait, Vas-y, Juste, vas-y. excuse-moi, en fait, je pense que tu as très bien abordé les choses sur la question du modèle de solidarité issu de la fin de la guerre. Et il y a une véritable volonté de passer de ce modèle de solidarité à un modèle d'individualité, de prise en compte de l'individualité pour que ce soit rentable économiquement. Parce que non seulement il ne faut pas que ça coûte, mais aujourd'hui, il va falloir que ça rapporte. Emmanuel Macron, dans un de ses derniers discours avant sa prise de pouvoir, expliquait comment l'avenir de l'économie française résidait en partie dans le service à la personne et son développement. Et je pense que le modèle qu'il est en train de déstructurer, qui est le nôtre, celui qu'on a construit, que nos aînés ont construit, en l'amenant sur le marché, en multipliant les services, parce qu'on arrive à une société de services et non plus à une société de solidarité, société de services pécuniairement valorisée, où là pour le coup on va pouvoir se retrouver avec des situations d'accompagnement individuel, que ce soit des adultes ou que ce soit des enfants, où on va les sortir des structures collectives pour aller les amener vers des structures individuelles, où l'accompagnement va être tarifé à l'acte. Parce que nous, on est toujours sur cette question. Là où l'hôpital est sorti de la tarification à l'acte, nous, on est en plein dedans. On va être tarifié à l'acte en multipliant les acteurs sociaux qui vont intervenir et qui vont être dépendants des revenus. C'est-à-dire, dans un premier temps, il va falloir que la personne fasse la dépense totale de son âge, mais va aller plus loin si elle veut plus de services. C'est-à-dire quelqu'un qui aura des revenus aura la possibilité d'avoir accès à un accompagnement social pour aller vers la culture, par exemple. Là où d'autres va simplement rester sur des besoins physiologiques de l'accompagnement à la toilette. Voilà. Et voilà la différence les différences qui vont naître et les inégalités qui vont naître. C'est-à-dire celui qui aura les moyens sera accompagné sur du basique, des besoins basiques, et celui qui en aura les moyens sera accompagné sur un peu plus, notamment l'accompagnement social. Mais au-delà de ça, les professionnels derrière, eux, vont voir casser leur statut, leur formation, etc. Et là, moi, des employeurs m'ont très bien fait comprendre sans se cacher que les diplômes, s'ils pouvaient sortir du cadre de ce qui avait été convenu jusqu'alors, ce serait bien, et qu'on puisse trouver des travailleurs qui répondent à des